Place maintenant à l'invité au cœur de l'info. On revient ce soir sur deux actualités majeures du Proche et du Moyen-Orient. Tout d'abord, les tout derniers développements en Syrie, où les affrontements, je vous le disais, se poursuivent entre Bédouins et Druzes dans la ville de Soueïda, dans le sud. Ils ont fait près de 600 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un épisode de violence de plusieurs jours, marqué également cette semaine par l'intervention d'Israël qui a mené plusieurs frappes à Soueïda même, mais aussi sur des bâtiments officiels à Damas, au titre officiellement du soutien à la communauté druze, mais dont l'agenda, et on va le voir, multiple. Israël qui poursuit par ailleurs, vous venez de le voir, sa guerre à Gaza, où chaque jour qui passe apporte son nouveau décompte macabre de civils victimes des bombardements, des frappes qui continuent, y compris aux abords des centres de distribution d'aide alimentaire. On reparle de tout cela donc avec notre invitée ce soir, Agnès Levallois, présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Bonsoir Agnès Levallois. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. On va donc revenir tout d'abord sur ces événements syriens qui sont toujours en train de se dérouler. On vient d'apprendre que les combats à l'entrée de Soueïda se poursuivent donc entre tribus sunnites et groupes druzes. L'armée syrienne, on l'a dit, s'est retirée de la ville hier, transférant donc le maintien de la sécurité aux factions locales, donc druzes, puisque c'est un fief druze. Et ce, donc après 4 jours de combats qui ont fait, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 600 morts. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, est-ce que vous pouvez rappeler l'ancienneté, disons, de la présence druze sur place et quels sont les ressorts de ces tensions confessionnelles? Est-ce que ce sont d'ailleurs des tensions communautaires, claniques, confessionnelles? Est-ce qu'on peut un petit peu éclaircir tout cela? Alors, ce qu'on peut déjà dire dans un premier temps, c'est que la rivalité ou les tensions qui existent entre les tribus bédouines, musulmanes, sunnites et la communauté druze sont des tensions qui sont très anciennes, historiques, qui ont toujours existé. C'est souvent pour des questions de terre, d'accès à l'eau, donc qui sont des tensions qui existent véritablement de longue date et qui peuvent effectivement se réveiller au gré des événements. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que depuis la chute du régime de Assad, eh bien, il y a une forte méfiance de la part de la communauté druze vis-à-vis de ce nouveau pouvoir à Damas, qui est un pouvoir donc incarné par Ahmed Echara, le président par intérim, qui est lui-même issu de mouvements islamistes radicaux. Alors, petite précision peut-être tout de suite, la communauté druze, qu'est-ce que sont les druzes? Les druzes, c'est une secte ésotérique. On va avoir une carte de la présence druze, non seulement en Syrie, mais aussi dans les pays de la région. Voici donc cette carte. Voilà, donc c'est une communauté qui est à cheval sur 3 pays, Israël, le Liban et la Syrie. La plus forte communauté se trouve en Syrie. Donc 700 000 personnes à peu près. Voilà, qui est donc quand même une communauté qui représente à peu près 3% de la population syrienne. Mais ce qui est important, c'est de rappeler que c'est une communauté qui se rattache à la branche chiite de l'islam. Et donc, il y a une dimension aussi confessionnelle dans ces affrontements, puisque les Druzes sont très méfiants à l'égard de ce pouvoir à Damas, islamiste sunnite, avec d'où vient ce pouvoir de l'islam radical. Donc ça, c'est une tension supplémentaire qui fait que les Druzes ont demandé à rester assez autonomes du pouvoir central de Damas, alors que ce nouveau pouvoir tente de réunifier la Syrie en intégrant l'ensemble des minorités, dont la minorité druze, mais la confiance... Ça déplaît à certaines tribus sunnites? Oui, alors non, ça déplaît aux Druzes, parce que les Druzes veulent absolument rester autonomes, parce qu'ils avaient réussi à acquérir une autonomie lors de la guerre civile en Syrie, du temps de Bachar el-Assad, puisque ce pouvoir à Damas, à l'époque, n'avait pas les moyens de contrôler l'ensemble du territoire, donc avait délégué finalement le pouvoir aux Druzes dans la région sud. Et donc les Druzes aimeraient bien garder cette autonomie parce que justement, ils n'ont pas la confiance dans ce nouveau pouvoir qui est aujourd'hui installé à Damas. Donc ça fait différents éléments de tension et qui peuvent être activés, réactivés par d'autres acteurs. Et le retrait justement des troupes gouvernementales hier, alors sur la pression d'Israël, on va y revenir, mais justement c'est un aveu de faiblesse de la part de Ahmed al-Shara. Absolument un aveu de faiblesse, et c'est aussi un moyen pour lui de dire, écoutez, nous,
moi j'ai essayé d'envoyer l'armée pour régler la question, vous n'en voulez pas, je me retire et maintenant débrouillez-vous. Mais ça montre évidemment le fait que ce nouveau pouvoir n'a pas la capacité à exercer son autorité sur l'ensemble du territoire. Et armée qui visiblement, selon beaucoup de témoignages, s'est rendu coupable d'exactions présumées. Ahmed al-Shara n'a pas non plus le contrôle sur l'ensemble de ses troupes. C'est qu'il y a certaines de ces troupes qui peuvent être de toute façon opposées à sa stratégie d'ouverture, sa stratégie qui consiste justement à rassembler les minorités, l'ensemble des minorités. Il y a de la part de certains l'idée que maintenant que les sunnites sont au pouvoir après des dizaines d'années d'exclusion du pouvoir, parce qu'il a été monopolisé par la minorité alawite, eh bien maintenant, il faut contrôler et sans accorder trop d'importance et d'avantages à ces minorités. Et donc, c'est en ça que Ahmed al-Shara et certains personnes de son camp ne sont pas forcément d'accord et ça peut créer aussi des tensions et on peut voir des exactions effectivement commises par eux comme des exactions ont été commises par les Druzes. Chacun maintenant est renvoyé dos à dos dans ce drame finalement parce que, vous l'avez dit, le bilan est quand même très lourd. Oui, il est colossal, près de 600 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Politiquement parlant, le principal perdant en tout cas de ces violences actuelles, c'est justement Ahmed al-Shara. Oui, parce que ça intervient après d'autres violences communautaires qui avaient existé au mois de mars, là, qui visaient à ce moment-là la communauté, la minorité alawite dans le nord-ouest du pays. Et donc, il y a eu également l'attentat contre une église qui a été revendiquée par l'organisation État islamique à Damas. Et donc, on voit bien que cette période transitoire, elle est compliquée et que Ahmed al-Shara, même s'il est quand même soutenu par beaucoup au sein de la communauté internationale, eh bien, ça ne suffit pas à lui permettre d'asseoir véritablement son pouvoir. Et simplement, peut-être pour modérer un peu ce que je viens de dire, une transition comme ça prend du temps et qu'on ne peut pas non plus attendre d'un pouvoir que du jour au lendemain, il arrive absolument à disposer de toutes les capacités. On n'a pas encore dépassé l'heure des règlements de compte. Exactement. On est encore quand même là-dedans et il y a beaucoup de rancœur. Et donc, son discours qui vise vraiment à réunifier les Syriens est très important, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Alors ces rancœurs, ce ressentiment entre communautés, vous avez commencé à l'évoquer, mais parfois elle remonte à très loin historiquement. Et justement, dans le cadre de notre carte blanche, vous avez voulu revisionner des images d'archives, des accords Sykes-Picot, ça remonte à 1916 qu'on va... voilà donc ces images d'archives qu'on va aussi visualiser sous forme de cartes. Donc je le rappelle, les accords Sykes-Picot, accords secrets signés en mai 1916 entre la France et le Royaume-Uni, prévoyaient le découpage du Proche-Orient donc à la fin de la Première Guerre mondiale en plusieurs zones d'influence donc que l'on voit sur cette carte française et britannique. Création également de plusieurs États à la clé. Enfin, en tout cas, c'est ce que prévoyait la France. Et ça, c'est l'objet d'une deuxième carte qu'on va bientôt visualiser d'ici quelques secondes. Et c'est cette carte que vous vouliez commenter. Pourquoi ce choix, Agnès Levallois? Quel écho par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui en Syrie? Eh bien, j'ai trouvé que cette carte était intéressante parce que c'était la stratégie de la France à l'époque d'avoir des micro-États. On va peut-être pouvoir la revoir en grand. Oui, avec l'État des Alaouites au nord, on vient de parler de cette minorité, un État des Druzes au sud. Et donc, ce qui se passe... Autour de Souaïda. Autour de Souaïda. Et donc, c'est vrai que ça... Et le Liban qui est devenu l'État des chrétiens, donc des maronites. Et donc, ça m'évoque cette idée selon laquelle certains aujourd'hui, et Israël en particulier, est dans cette logique finalement de fragmentation de la Syrie en soutenant les minorités. On le voit là dans la stratégie menée par Israël qui soutient les Druzes contre le pouvoir central, avec l'idée qu'un pays fragmenté, morcelé, est un État qui, du coup, évidemment, est beaucoup plus faible et donc correspond à la stratégie qu'Israël entend mettre en place aujourd'hui, qui se satisfait d'un système, d'une région, finalement, où ce seront des communautés qui seront présentes, mais comme Israël lui-même, qui aujourd'hui se revendique comme étant l'État des Juifs, et non pas l'État qui rassemblerait les différentes communautés qui habitent sur son territoire. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de rappeler, finalement, ce projet dans les années 20, qui était un projet à l'époque porté par la France. Pour revenir sur Israël, le leader druze au Liban, Walid Jumblat, dans une interview à nos confrères de Radio France Internationale, a justement dit qu'Israël souhaitait chercher la dislocation de la Syrie. Vous pensez que c'est... Oui, je pense c'est vraiment dans son intérêt. Je pense que c'est très ambigu et c'est ambivalent finalement. Parce qu'on peut rebasculer aussi dans un chaos tel que la sécurité d'Israël sera
elle aussi mise en cause. péril. Parce que c'est vrai qu'Israël veut un État fort qui permette de contrôler les frontières et en même temps, Israël ne veut pas d'un État fort pour pouvoir dominer la région, puisqu'on voit bien que c'est la nouvelle stratégie quand même depuis le 7 octobre d'Israël. Donc pour l'instant, il est quand même dans une logique de favoriser cette fragmentation territoriale avec l'idée que ce régime à Damas, de toute façon, ne lui convient pas parce que de par son histoire, on l'a rappelé tout à l'heure, mais ça peut se retourner évidemment contre Israël, d'où l'idée aussi d'Israël de mettre en place cette zone de sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger pour l'État d'Israël dans le sud, avec des Druzes qui lui sont favorables et pour être sûr que cette zone sera contrôlée. Et c'est une manière aussi de courtiser la minorité druze en Israël même. Alors c'est 120 000 personnes, je crois, mais des Druzes qui sont très présents, notamment dans l'armée. Donc oui, parce que c'est la seule communauté non juive qui a le droit de faire ce service militaire et qui est présente dans l'armée. Donc c'est un appui important pour les Israéliens de s'appuyer sur cette minorité druze, mais ils sont quand même pas très nombreux par rapport à ce que représentent les Druzes. Mais c'est vrai qu'Israël cherche aussi à donner des gages à cette minorité druze, en sachant qu'il y a aussi une partie du Golan qui est un territoire syrien qui a été annexé unilatéralement par Israël. Là aussi, on va pouvoir visualiser une carte justement de cette zone démilitarisée qu'Israël a imposée, et ils essayent de grignoter encore un peu davantage. Ils ont repris du territoire depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, donc on voit bien cette stratégie. Alors, c'est pas cette carte, mais on va bientôt visualiser. En tout cas, c'est à la frontière. Donc voilà, merci beaucoup. C'est la bonne... À la frontière donc entre Israël et la Syrie. Voilà, et donc c'est vrai que on voit bien aussi la stratégie d'Israël, qui est de prendre encore plus d'importance sur le Golan qu'il a déjà annexé de façon unilatérale, et de donner satisfaction aux Druzes israéliens en disant qu'ils ont à cœur de protéger les Druzes syriens. C'est l'argument avancé par Israël, et qui peut... Alors si la situation n'était pas aussi dramatique, qui pourrait faire sourire, parce que quand on entend qu'Israël veut envoyer maintenant de l'aide humanitaire aux Druzes, quand on voit ce qui se passe à Gaza, c'est quand même... Un dernier mot sur la Syrie, justement, avant d'évoquer Gaza en longueur, à travers ces frappes jusque Damas, sur des bâtiments officiels, ce qui est inédit de la part d'Israël. C'est un message également envoyé à toute la région, y compris à la Turquie. On le sait qu'il y a une grosse zone d'influence, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le nord de la Syrie. Oui, mais je pense que c'est quand même avant tout un message adressé au pouvoir à Damas, puisque c'est de dire, voilà, on fait ce qu'on veut quand on veut, comme on veut, et que rien ne nous arrêtera. Et effectivement, dans un deuxième temps, si je puis dire, c'est une façon aussi de dire aux autres pays de la région, vous voyez, de toute façon, maintenant, nous sommes les maîtres de ce Proche et de ce Moyen-Orient, dans cette nouvelle phase qui a été ouverte après les attaques du 7 octobre. Alors on va reparler à présent de la situation à Gaza, Agnès Levallois. Plus de 58 000 morts depuis le 7 octobre. Selon l'ONU, plus de 800 personnes sont mortes depuis la fin mai en venant chercher de l'aide humanitaire. Des milliers d'autres auraient été blessés dans les mêmes circonstances, le plus souvent d'ailleurs près des sites de la Gaza Humanitarian Foundation, dont on va sans doute reparler. Votre réaction tout d'abord face à cette situation? Écoutez, ce qui est absolument dramatique, c'est que, alors vous en parlez, mais en fait on en parle pratiquement plus de ce qui se passe à Gaza. Et c'est vrai que toutes ces guerres qui sont menées par Israël régulièrement contre le Liban, contre l'Iran, maintenant contre la Syrie, est un moyen aussi de détourner complètement l'attention de ce qui se passe à Gaza. Et ce que je voudrais vraiment pousser un coup de gueule ce soir sur la situation à Gaza, où aujourd'hui, véritablement, les enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées meurent de faim. On est arrivé dans une situation où la stratégie de la famine est consciemment mise en place et fait mourir tous les jours au moins une centaine de Gazaouis. Si on reprend le bilan depuis la reprise des combats après la trêve qui avait été signée au mois de mars, eh bien, on est à au moins 100 morts par jour dans des bombardements, mais aussi dans cette stratégie de la famine, le siège de la bande de Gaza, puisque rien ne rentre, ou pratiquement rien ne rentre. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument insupportable. Il y a 10 jours, à peu près, Agnès Levallois, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a évoqué son projet de création de villes, entre guillemets, humanitaires dans le sud de la bande de Gaza. Une sorte de zone fermée donc, autour de Rafah qui accueillerait à terme l'ensemble de la population civile gazaoui. L'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert a comparé cette idée à un camp de concentration. C'est quoi l'objectif du gouvernement israélien à terme ? Il est très simple, c'est de faire partir les Palestiniens de la bande de Gaza. Et je reprends cette expression d'un des ministres d'extrême droite qui a été de dire « il est temps de finir le travail de 48 ».
48, c'est la Nakba, la catastrophe. Et donc, pour cette frange de la classe politique israélienne, eh bien, en 48, tous les Palestiniens auraient dû être évacués ou exterminés. Ça n'a pas été le cas. Il en reste. Maintenant, ils sont 2,3 millions dans la bande de Gaza. Et donc, l'idée aujourd'hui, dans cette stratégie mise en place, c'est véritablement de rendre les conditions de vie invivables dans la bande de Gaza pour pousser les Palestiniens à partir, demander à partir, alors que Israël sait très bien que les Palestiniens sont très attachés à leur terre, parce qu'ils savent, justement, ils ont tiré les enseignements de 48, on leur avait dit de partir, et ils sont partis parce qu'ils avaient la garantie qu'ils rentreraient quelques semaines plus tard. Or, ils ne sont toujours pas rentrés, et donc ils savent que s'ils partent aujourd'hui, ils ne rentreront pas. Donc ils ne veulent pas partir, mais quand vous rendez les conditions à ce point invivables avec le siège, la famine dont je viens de parler, eh bien Israël espère que les Palestiniens demanderont à partir. Autre actualité, cette semaine, le parti Judaïsme unifié de la Torah a quitté la coalition de Benyamin Netanyahou, ainsi que le parti Chasse hier. Quel impact sur les négociations de paix qui sont d'ailleurs au point mort ? Alors, pour moi, il n'y a pas véritablement d'impact. Ce que l'on voit, c'est que ces deux partis politiques, en fait, ils espèrent profiter de la trêve qui commence aujourd'hui avec la trêve estivale du Parlement. Donc, Netanyahou a 3 mois pour reprendre les négociations avec ces deux partis. Ces deux partis espèrent bien négocier avec Netanyahou pour garder leurs avantages, puisque le point de discorde porte sur le service militaire qui doit être fait par les étudiants en religion qui, jusque-là, sont dispensés. Mais la pression est de plus en plus forte de la part de la société israélienne, estimant qu'eux payent très lourd leur engagement dans cette guerre qui dure maintenant depuis presque 2 ans et qui ne comprennent pas pourquoi ces jeunes étudiants en religion en sont dispensés. Donc il n'y a pas de remise en question de la coalition par ces deux partis, simplement il y a une volonté de négocier ce point précis et d'obtenir à nouveau des garanties de Netanyahou que cette exemption sera maintenue. Une conférence internationale sur l'avenir de l'État palestinien et la solution à 2 États doit avoir lieu à New York les 28 et 29 juillet prochains. Une conférence qui avait été d'ailleurs reportée en raison de la guerre Israël-Iran. Qu'en attendre à ce stade ? Écoutez, je vais être un peu sévère. Moi, je n'en attends rien parce qu'il me semble que cette conférence, même si sur le papier, c'est très bien qu'elle se tienne, mais la question n'est pas là aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est comment on arrête ce drame, comment on arrête la mort des Palestiniens tous les jours, comment on arrête la stratégie des colons en Cisjordanie qui ont des comportements extrêmement violents, qui tuent des Palestiniens, qui ont tué un ressortissant d'ailleurs. Oui, les États-Unis ont d'ailleurs demandé cette semaine une enquête après la mort d'un Américano-Palestinien. Exactement. Donc c'est ça l'urgence aujourd'hui. Si on convoque une conférence internationale, c'est pour arrêter cette guerre. Après, on peut discuter politique. Mais considérer qu'aujourd'hui, il faille faire cette conférence, parler de la solution à 2 États, quand vous avez des centaines de morts par jour, je pense qu'on est complètement à côté. L'Union européenne, en tout cas, a renoncé à sanctionner Israël. Oui, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est absolument incroyable de penser qu'on est en train de préparer encore des séries de sanctions contre la Russie à cause de la situation en Ukraine, et c'est tout à fait justifié, et qu'on n'arrive pas à envoyer un message à Israël selon lequel cette stratégie est absolument insupportable et qu'il faut l'arrêter. Eh bien, on est complices, nous tous, nous sommes complices de ce drame, de cette catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux à Gaza. Et en un mot, la France qui devait reconnaître un État de Palestine, vous y croyez encore ? Oui, je pense que la France le fera un jour, mais là encore, est-ce que c'est ça la question aujourd'hui ? Oui, il faut le faire et on aurait déjà dû le faire depuis très longtemps. Mais l'énergie qu'on doit déployer aujourd'hui n'est pas là-dessus. L'énergie, on doit la déployer pour arrêter la guerre. Merci beaucoup Agnès Levallois d'avoir répondu à nos questions ce soir, à la fois donc sur la situation en Syrie et sur la situation à Gaza. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Entretien à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux.